Cette semaine à l'école vous est présentée par la Caisse des jardins de l'éducation, qui comprend la réalité du personnel scolaire et soutient les projets qui font grandir nos élèves, nos familles et le milieu de l'éducation. Cette semaine à l'école, épisode 15 du 10 décembre 2025. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'en va au bureau de la direction. Mais en fait, pas pour se faire chicaner, pour comprendre ce rôle. Parce que pendant longtemps, le directeur ou la directrice d'école, c'était l'autorité suprême. Le capitaine intouchable du navire. La personne qui faisait peur aux élèves. Mais en 2025, le capitaine colmate les brèches, remplace les matelots manquants et même gère des tempêtes médiatiques pour finir trop souvent à manger son lunch tout seul dans son bureau à Québec. Pénurie de personnel, violence, surcharge de travail, qui veut encore de cette job-là? Mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour que ceux qui l'ont choisi gardent la flamme? Pour en parler, je ne peux pas trouver une meilleure personne que Marc-André Girard, directeur d'école depuis longtemps et prof d'université. Il n'a pas la langue dans sa poche et il va nous parler de son rôle de direction. Mais juste avant, allons faire un tour du côté de notre bulletin. Pour la revue de l'actualité, deux nouvelles ont attiré mon attention cette semaine. Tout d'abord, un article de La Presse du 3 décembre dernier de Mélanie Marquis, où on apprend que dans beaucoup d'écoles privées, certaines écoles publiques à projet particulier, maintenant, le bulletin de quatrième année est utilisé comme critère de sélection. Euh, Évidemment, ce que ça fait, c'est que ça ajoute la notion de une pression de performance sur des enfants de 9-10 ans, alors qu'avant, c'était un examen d'entrée en sixième année. Là, on a rajouté le bulletin de cinquième année. Là, on ajoute le bulletin de quatrième année. Euh, c'est une forme de dérive. Là. Beaucoup de parents et d'experts là, s'inquiètent de cette dérive-là qui ne fait qu'intensifier la compétition entre les élèves. Euh, Puis, tu sais, la demande pour les bonnes écoles augmente, est plus grande que l'offre, probablement, ce qui permet aux écoles de choisir encore plus leurs élèves. Évidemment, on parle d'anxiété de performance, on parle de pression de résultats sur chaque note là, dès la quatrième année. Puis ça contredit le rythme naturel puis le développement de l'enfant qui devrait être beaucoup plus axé sur l'exploration et le jeu. Puis ma co-animatrice Céline Lamy l'exprime régulièrement sur ce balado. Et sans parler de la pression aussi pour les parents, pression parentale, là, d'offrir le plus grand soutien possible à leur enfant puis de performer soir et week-end pour que leurs enfants aient des bonnes notes. Euh, Ça n'a pas d'allure. Je ne pense pas qu'on puisse accepter ça comme société, sans parler de toute l'iniquité qui vient avec ça, parce que l'ajout de ce critère-là, là, de bulletin de quatrième année, ça ne fait que favoriser aussi les élèves qui sont issus de milieux socio-économiques favorisés, qui bénéficient d'un meilleur soutien. Puis on en revient au thème de notre épisode d'il y a 2 semaines. Est-ce que l'école de qualité est devenue un luxe au Québec? Ce genre de décision-là va dans cette direction-là, c'est d'une évidence. En utilisant le bulletin de quatrième année pour la sélection, on envoie un message très, très clair aux élèves, aux parents. L'école, c'est plus un lieu d'apprentissage et d'exploration, mais c'est un lieu de compétition où le fait d'être enfant, là, ça s'arrête en troisième année. Là, il faut être dans la performance dès la quatrième année. Et c'est pas vrai que c'est bon pour les enfants. J'y crois pas. Le bulletin de quatrième année, ça devrait refléter les progrès d'un enfant, pas déterminer sa destinée. Pour la deuxième nouvelle cette semaine, c'est une entrevue qu'a donnée Sonia Lebel à La Presse, mardi le 9 décembre, donc hier, si vous écoutez l'épisode lors de son lancement le mercredi matin, une série d'articles, de 2 articles de Mélanie Marquis. En gros, elle affirme que le réseau n'est pas brisé, comme elle avait déjà affirmé, mais l'accent un peu sur l'apaisement, la concertation. Puis elle présente 5 chantiers prioritaires qu'elle a pour le prochain mandat. Évidemment, elle sait, là, son gouvernement est en fin de vie. Il y a des élections qui s'en viennent dans 10 mois. Selon les derniers sondages, la coalition Avenir Québec pourrait faire élire 0 député lors des prochaines élections. Donc, elle sent qu'elle n'a quand même pas beaucoup de légitimité et de marge de manœuvre là, pour faire des grandes, grandes réformes. Donc, il n'y en aura pas. Mais elle a quand même nommé 5 axes qui la préoccupent pour la prochaine année. Donc, elle veut s'assurer que le nouveau programme de français qui est en mode test actuellement soit couronné de succès. Elle pense peut-être enlever un bulletin. Elle dit alors faire passer à la trappe le premier des 4 bulletins euh, pourrait peut-être aider à faire en sorte que le débat, en fait, c'est pas tant pour ou contre le bulletin, mais c'est savoir si c'est nécessaire une évaluation aussi magistrale dans les 2-3 premiers mois de l'année. La question est intéressante. Premièrement, il n'y a pas de 4 bulletins, là, il y en a 3. Mais la question est intéressante. Les enseignants ont tendance à mentionner là, qu'il y a beaucoup trop d'évaluations, avec lesquelles je suis d'accord. Je pense qu'on évalue trop les jeunes.
Tant que c'est pas fait dans un esprit d'alléger, mais que dans un esprit bon pour les élèves, je vais être assez d'accord avec ça. Mais encore faut-il que ce soit pas juste un ministre qui dit ça, en se levant le matin, que ce soit supporté par des bonnes actions sur le terrain. Parce qu'enlever un bulletin n'est pas une solution en soi. Il faut trouver une approche qui permet aux jeunes de mieux réussir, parce qu'elle souligne elle-même les écarts de réussite gars-filles, les écarts de réussite en français par rapport même aux normes fixées par le ministère. Elle parle des programmes sélectifs, donc ma première nouvelle. Elle dit: «Il faut y réfléchir. Je veux améliorer l'accès. Je veux donner à chaque enfant la chance d'avoir un endroit qui est approprié pour lui, mais au public». Parce que le réseau privé peut continuer à faire sa sélection. Selon elle, ce n'est pas un enjeu seulement au public, ce qui est un non-sens, là. Si on donne le choix aux écoles de choisir tous leurs élèves, bien évidemment, il y a un paquet d'élèves qui vont être laissés pour compte, comme ce l'est un peu maintenant. Elle veut assurer un suivi serré des enseignants non légalement qualifiés. Il y en a actuellement 8 632 dans le réseau. En fait, ils sont pas dans, il y en a 8 632 qui ont des contrats dans le réseau, mais il y en a 20-30 000 autres aussi qui vont effectuer la suppléance dans le réseau, alors qu'avant, c'était 10 400, donc il y a une diminution. Dans les faits, il n'y a pas nécessairement une diminution parce que les règles ont changé l'été passé. N'oubliez pas, le ministre Drainville, l'ancien ministre de l'Éducation, a mentionné que maintenant, n'a pas mentionné, mais c'est une forme de décret ou je ne sais pas trop, qui dit que si un enseignant non légalement qualifié est inscrit à une formation qualifiante, il devient automatiquement qualifié en termes de normes du réseau. Donc, on est passé de 10 400 à 8 600, mais les 1 400 ou les 1 800 là, qui sont disparus sont sûrement encore là, simplement qui sont inscrits dans une formation. Donc, elle dit, elle croit en la profession, ce qui est très bien. Elle a demandé à ses fonctionnaires d'effectuer un suivi serré de ces gens-là pour s'assurer qu'ils ont bel et bien l'intention de poursuivre leur parcours de formation. Évidemment, c'est un minimum. C'est une grande préoccupation que j'ai. Je veux simplement dire, j'ai rien contre ces gens-là individuellement. Mais si on veut un réseau d'éducation de grande qualité pour nos jeunes, qui est sain pour ses travailleurs, euh, ça prend des gens qualifiés, ça prend des gens très qualifiés. Moi, j'augmenterais même les standards de formation et de formation continue de la profession. Donc, c'est sûr que tout ce qui est enseignants non légalement qualifiés, ils sont là pour aider, ce sont des bonnes personnes, mais ça prend un réseau de gens très qualifiés pour réussir. Donc voilà pour mes deux nouvelles qui ont retenu mon attention cette semaine. Et il y a aussi l'étoile de la semaine cette semaine qui est remise à, vous vous souvenez, à Prévost, il y a une école qui a eu un incendie, donc qui a brûlé. Tous les élèves ont été répartis dans 4 écoles différentes pour l'année scolaire. Donc, évidemment, c'est pas souhaitable pour personne. Une école qui brûle, c'est jamais bien. Les élèves répartis dans 4 écoles, bien, ça surcharge 4 écoles qui sont déjà probablement surchargées, donc c'est pas super. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'école primaire de Prévost va remplacer son école ou sur le même terrain par une nouvelle construction permanente qui va utiliser une approche de locaux modulaires dans le but d'ouvrir dès la prochaine rentrée pour les quelques 400 élèves. Et ça, c'est le fun. Puis c'est la suite d'une autre bonne nouvelle que j'avais amenée sur le balado il y a quelques semaines sur une école de la Rive-Sud de Québec qui avait réduit grandement ses délais de construction parce qu'elle a fonctionné en mode préfabriqué, qui a permis de réduire les coûts, réduire les délais. Et donc, on fait la même chose pour cette école de Prévost-là, ce qui est une excellente nouvelle. Je pense que ça montre comment l'innovation en infrastructure a le potentiel de transformer l'éducation au Québec, permet d'aborder l'enjeu du vieillissement des écoles, de l'efficacité gouvernementale aussi, on en a parlé déjà, euh, pour faire en sorte que l'école idéale soit construite plus rapidement, à moindre coût et qu'elle soit conforme aux besoins d'une école moderne en 2025, 2030, 2040 parce que ces écoles-là peuvent avoir une durée de vie de jusqu'à 50 ans. Donc voilà pour le bulletin de nouvelles cette semaine. On se retrouve dans quelques secondes avec Marc-André Girard pour parler des directions d'école. Et pour parler du rôle des directeurs d'école, à quel point c'est facile ou compliqué, qui de mieux que Marc-André Girard, directeur d'école depuis 20 ans, pour aborder ce sujet-là avec nous. Marc-André, merci d'être là. Salut Carlo, merci à toi. Marc-André, dis-moi, étais-tu fou il y a 20 ans quand tu as décidé de devenir directeur d'école? Non, pas du tout. J'étais curieux, je te dirais. Moi, ça s'est fait drôlement. J'ai commencé à être direction pendant les cours d'été. Ils cherchaient des directions pendant les cours d'été, puis il n'y a personne, évidemment, qui voulait faire ce travail-là. Fait que je dis, pourquoi pas, je vais l'essayer, tu sais, une petite façon Ouais. d'arrondir les fins de mois. Puis
puis trouver des sous pour l'été. Puis ben, de fil en aiguille, j'aimais ça. Puis je pense que le monde appréciait également. Fait que là, j'ai fait le saut dans une année complète. Et ainsi de suite. Fait que non, j'étais pas fou du tout. Puis tu vas peut-être trouver ça nono, mais moi, j'ai toujours, quand j'ai fait mes études en enseignement, je me suis toujours dit, je ferais pas tout ça de toute ma vie. Alors, ça a duré 6 ans. J'ai juste 6 ans d'expérience en, en enseignement, Non. puis le reste en direction. OK. Puis, tu l'as été pendant 20 ans, là, tu l'es encore. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois un monde de différence, comme on l'entend, là, tu sais, la tâche s'est alourdie, tout est plus compliqué, plus de violence, plus de détresse, plus de tâches, plus de monde à gérer. Est-ce que c'est vrai tout ça? Ou il y a un peu de vrai, un peu d'exagération? C'est comme dans n'importe quoi, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont amplifiées. On a tendance toujours à vouloir amplifier Ouais. les situations négatives dans le travail qu'on fait ou dans ce qu'on vit, peut-être pour obtenir de la sympathie ou je sais pas quoi, là. Euh, je ne sais pas comment on peut voir ça. Il y avait d'autres défis, évidemment, à ce moment-là. Tu sais, j'ai commencé à enseigner en 1999. Fait que, tu sais, j'ai enseigné dans une année dans l'ancien siècle. Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, est-ce que ça s'alourdit? Je sais pas si le mot alourdir, c'est le bon. Une chose certaine, c'est que ça se complexifie. Faut qu'on soit de plus en plus nuancé. Je te dirais aussi qu'il faut qu'on soit de plus en plus polyvalent parce que maintenant, notre travail a un impact légal, social, psychologique, pédagogique, administratif. Fait que, tu sais, on a plusieurs cordes dans notre arc. Alors, c'est peut-être ça qui fait en sorte que les choses sont de plus en plus complexes. Euh, il y avait Nancy Brousseau, qui était l'ancienne DG, là, qui a pris sa retraite, là, l'ancienne DG de la FEA, puis qui disait de la Fédération des établissements d'enseignement privé, qui est une femme que j'admire énormément, puis qui disait peut-être là, une dizaine d'années, elle, ce qu'elle disait, c'est le futur en gestion, là, c'est la gestion des ressources humaines dans une école. Fait que c'est vraiment un travail de ressources humaines. Puis, ben, il faut croire que Nancy avait raison parce que c'est une grosse part du travail qu'on a à faire. Quand on parle de ressources humaines, ben, on parle pas juste d'employés, on parle de parents, on parle d'enfants, avec tout ce qui vient avec, parce que chacune des personnes a son bagage. Hein. Puis on est à l'ère du i quelque chose, là, tu sais, iPhone, iPad, i tout, là. Donc, ça exprime quand même assez bien la Ouais. structure de la société ou de la visée dans laquelle on est, où est-ce que les gens amènent leur petit bagage, puis les phrases commencent par «oui, mais moi». T'sais. Alors, il faut vraiment qu'on soit capable d'adapter nos interventions puis de personnaliser aussi. Mais est-ce que c'est pas. J'entends ce que tu dis, puis c'est vrai, mais est-ce que c'est pas l'essence même d'une école? Tu sais, une école est là pour accompagner des individus à devenir idéalement, mettons, la meilleure version d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Je pense Hum, que clairement, le rôle d'une direction d'école, c'est de gérer du monde, là, tu sais. Mais est-ce que ouais. on n'est pas rendu à une étape où la direction d'école ne fait pas tant que ça gérer du monde? Tu sais, oui, elle gère les problèmes, mais elle gère beaucoup de trucs administratifs, beaucoup de demandes du centre de service scolaire. Euh, Beaucoup de relations patronales, syndicales, au-delà même de l'humain, là, tu sais, qui sont souvent plus de l'ordre des conventions collectives. Est-ce qu'il y en a trop de ça pour être capable de bien gérer l'humain à l'école? Mais ça dépend comment qu'on le voit. C'est sûr et certain qu'il y a plusieurs. Tu sais, je te disais que ça vient avec chacune des personnes, ça vient avec ses bagages, puis ça vient avec son lot de euh, leur intérêt là-dedans. Alors, OK. si tu parles avec un syndicat, mais c'est sûr, son intérêt, c'est de protéger les droits des enseignants. Ouais. Si tu parles d'un parent, c'est de protéger les droits de son enfant et les siens. Tu sais, fait que tout le monde arrive avec son petit bagage d'intérêt, fait qu'il faut que tu navigues là-dedans, c'est sûr certain. Puis c'est pour ça que je te dirais, c'est plus une question de complexité que de lourdeur, parce que toi, en tant que direction, il faut que tu navigues là-dedans, fait qu'il faut que tu sois un diplomate, faut que tu sois ferme, mais il faut que tu sois ouvert également. Ah ouais? Fait que faut que tu rapproches un peu les deux extrêmes. Tu sais, faut pas que tu sois fermé, faut que tu sois ouvert, faut que tu sois accessible, mais pas trop parce qu'il faut que tu gardes quand même une distance avec les employés, avec les parents, avec les élèves. Donc c'est ça, c'est de trouver un petit peu le sweet spot, là, le bon endroit, la bonne posture. Puis c'est ça qui est complexe. Fait que on entend souvent parler de lourdeur de la tâche, Ouais. puis c'est correct là, quand c'est le temps de négocier des conventions ou des contrats de travail et tout ça, mais essentiellement, je pense qu'on est plus dans une question de complexité. Est-ce que tu sens qu'en 2025, 2026, c'est possible d'arriver à un équilibre dans tout ce que tu as mentionné, considérant tout ce qui est demandé, considérant toutes les nuances qui sont demandées aussi aux gestionnaires dans le monde scolaire?
C'est possible, mais c'est pas facile. Et je te dirais que ça se fait après un certain temps. Quand tu arrives dans une nouvelle école, même si c'est une direction, je dirais, d'expérience, Ouais, bien, avec un nouveau milieu, il faut que tu t'adaptes à ce nouveau milieu, il faut que les gens s'adaptent à toi aussi, il faut que tu prennes connaissance des dossiers d'élèves, des particularités de ces élèves-là, de leurs parents, tu sais, t'es dans un quartier favorisé, défavorisé, bon, etc. Fait que, autrement dit, tu recommences toujours à zéro, à quelque part. Fait que c'est-tu possible d'avoir cet équilibre-là? Oui, après quelques années dans ta chaise. Là, oui, tu l'atteins parce que tu as quelques années derrière la cravate. Fait que à un certain moment donné, tu es capable d'atteindre une certaine récurrence des dossiers qui sont ouais, déjà préparés puis qui sont déjà vécus. Fait que tu es plus rapide, tu es plus agile là-dedans. Tandis que ta première année, tu arrives, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Fait que tu absolument. arrives puis tu apprends comment fonctionne la rentrée, comment fonctionne l'horaire maître. Après ça, tu avances, ben là, tu apprends un peu le premier mois d'école. Après ça, oups, la réunion de parents, oups, les fêtes de Noël pour les élèves, pour le personnel. Puis, fait que c'est toute ta première fois. Fait que pendant ce temps-là, tu es en apprentissage, en appropriation. Fait que ça te ralentit. Tu peux pas être aussi rapide, aussi agile et aussi efficace. Fait que oui, ça se fait après un certain temps, je pense. C'est une première fois qui doit être difficile aussi parce que dans une école, les gens, ils pensent pas tout le temps, mais tu as les enseignants, tu as le service de garde, au-dessus, tu as la direction Mhm. d'école, puis il n'y a personne d'autre. Donc, il y a un niveau hiérarchique, puis cette direction-là est vraiment toute seule à l'école. Fait que oui, elle a le soutien du centre de service scolaire, mais je présume que c'est un soutien qui est un peu aléatoire ou pas constant ou pas toujours complet pour aider une direction d'école. Apprendre sur le tas dans une école, c'est pas comme quand tu commences un autre emploi dans un bureau. Tu as du monde, là. Il y a du monde autour de toi qui Mhm. font une job équivalente, qui ont des niveaux hiérarchiques plus élevés, mais qui sont aussi à côté de toi. C'est pas le cas dans une école. Ça doit ajouter au défi Ouais. de gérer pendant les premières années une école. Tu sais, là-dedans, ça, c'est un beau paradoxe que tu soulignes parce qu'effectivement, on est seul bien souvent dans une école. Tu sais, t'es Ouais. le seul directeur ou la seule directrice. Puis, même si tu as un adjoint, tu es quand même tout seul à gérer ton école parce que l'adjoint, elle est sous ta responsabilité. Fait que, tu sais, tout dépendant du type d'adjoint, c'est une personne expérimentée, etc. Fait que, tu sais, ça va déterminer un peu la relation entre les deux, puis aussi le temps, depuis combien de temps qu'on travaille ensemble. Ouais. Mais au-delà d'être... t'as pas besoin de toujours être seul parce que le réseautage est important. Les centres de services habituellement vont organiser des caps pour les directions, soit des rencontres par secteur, donc secteur géographique. Là, tu sais, nous autres, on est la gang du... Admettons, moi, je suis dans le coin de la chute, fait que la gang des directions de la chute, là, au primaire, on est peut-être 5-6, une école secondaire, fait qu'on se rencontre, on partage des défis qui sont propres à notre région, qui sont pas vécus. Je suis à Rivière-du-Nord, donc qui sont pas nécessairement vécus à Saint-Jérôme, par exemple. Fait que, tu sais, être seul aujourd'hui, c'est un choix, c'est plus quelque chose qui arrive de façon fortuite. Deuxièmement, quand tu arrives dans une nouvelle école, tu as une équipe, hein, puis souvent les directions vont tomber dans le piège de dire bon, mais à partir de maintenant, voici comment ça va fonctionner, puis moi je vais faire ça de Ouais. cette façon-là, puis tu vas faire ton nom rapidement. Puis moi je trouve que c'est le contraire qu'il faut faire, il faut qu'on se base. Puis j'avais un prof quand je faisais mes études euh, à l'université qui me disait, tu sais, il appelait ça mon Dieu, c'est quoi le nom? La densité de l'expérience. Fait que ça, ce que ça voulait dire, là, c'est appuie-toi sur ce qu'il y a d'expérience dans cette école-là. Eux autres, ils l'ont déjà vécu la rentrée. Eux autres l'ont déjà vu l'horaire maître. Eux autres, ils l'ont déjà organisé le party ben pas le party, mais les fêtes de Noël pour les élèves, pis ci, pis ça. Tu sais, fie-toi à ces personnes-là. Mhm. Trouve-toi les personnes en qui tu as confiance puis qui vont pouvoir t'aider. Fait que oui, t'es tout seul, oui, t'es responsable, mais en même temps, t'es seul ensemble, à quelque part, Ah pour ouais, c'est citer ça. Daniel Bélanger, là. Ouais, ça l'ensemble. Et dis-moi, c'est quoi les. On va aborder, après, on va aborder le rôle de leader pédagogique d'une direction d'école. Mais juste Mhm. avant, comme on est dans comprendre la job puis vivre la job une première année ou une deuxième année dans une nouvelle école, quel trait de caractère ou de personnalité ne faut pas avoir pour être direction d'école? Ben, premièrement, la première chose qui me vient en tête, là, c'est l'intolérance à l'ambiguïté. Tu travailles dans le gris tout le temps. Hein? C'est jamais blanc, c'est jamais noir. Tu es dans le non-binaire, là. C'est jamais zéro, puis c'est jamais un. T'es dans le flou. Fait que, tu sais, il faut que tu trouves, là, je vais dire un anglicisme, tu m'excuseras à tes auditeurs, mais il faut que tu fasses du sens
avec des choses qui, des fois, n'en ont pas nécessairement. Donc, il faut que tu trouves ce sens-là, faut que tu sois capable de le valoriser, il faut que tu sois capable de le construire. Fait que quand tu tolères mal l'ambiguïté, aller en gestion d'une école, c'est peut-être pas le plus facile. Deuxièmement, ben il faut que tu sois ouvert. Fait que si tu arrives avec une posture où est-ce que tu penses que tu sais tout puis que tu as tout vu, bien, ça aussi, tu risques de te planter. Ensuite, il faut que tu aies un certain sens politique. Ça, c'est quelque chose qui est Ah oui, souvent hein? négligé parce Ouais. que quand tu travailles avec d'autres personnes qui ont d'autres intérêts, qui ont d'autres visions, puis que des fois, ils sont bien intentionnés, puis, tu sais, il faut pas se mentir, ça arrive pas souvent, mais il y a du monde, des fois, qui sont mal intentionnés, puis qui veulent ton mal, là. Quelque part, ben, ils veulent pas ton mal dans le... Ils ont Mais intérêt à ce que tu échoues, mettons. ben oui, exactement. Puis il y en a qui font pas juste, ils ont pas juste intérêt à ce que tu échoues, ils font le nécessaire pour que tu échoues aussi. Tu sais, Mmh. dès qu'ils sont capables de te faire une petite jambette, puis après ça, regarde d'ailleurs, dis, oh, t'es encore tombé, je vais te donner la main pour te relever. Fait que, tu sais, j'ai déjà travaillé avec des personnes comme ça aussi. Donc, il y a un sens politique à essayer de voir comment tu es capable de faire avec ces personnes-là, puis même de les mettre dans ton camp à quelque part. Fait que ça Ouais. aussi, c'est une chose qui est à ne pas négliger. Fait que l'intolérance en ambiguïté, le sens politique, la capacité d'apprendre, la volonté aussi d'apprendre. Puis, tu sais, tantôt, tu me disais, t'étais-tu fou, là, 20 ans, quand tu as fait ce saut-là? Ben, moi, c'est ça que je veux. J'ai besoin d'être stimulé constamment. Tu sais, fait que c'est en direction, ben, tu lèves le matin, puis tu sais pas ce qui va arriver. Ta secrétaire va Mmh. être absente, ton concierge va être absent. Tu parlais de la technicienne de service de garde tantôt, pénurie de personnel par-ci, tel élève, la DPJ qui débarque, tu as toujours quelque chose. Puis ça, ben, tu fonctionnes. En tout cas, moi, la dopamine Faut aimer ça. fonctionnait Ouais, dans le ouais, c'est ça. tapis. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Essentiellement, là, faut que tu sois ouvert à cette, comment je peux dire, à cette diversité de situations. Puis aussi, faut que tu sois capable de, je te parlais d'ambiguïté tantôt, là, faut que tu sois capable de travailler avec des injonctions, là, tu sais, une chose puis son contraire fréquemment Comme également. quoi, mettons? Deux parents qui viennent te voir, puis qui sont séparés, puis qui sont en chicane, puis il y en a un qui veut faire ça, l'autre qui veut faire ça, puis puis là, ils s'attendent à ce que ce soit toi qui tranches. Ouais. Des fois, il y a des choses qui te sont imposées, puis que ce soit par le ministère, par le centre de service, puis tu te dis, ben, il me semble que pour moi, c'est pas ça que je ferais, ou moi, je crois pas vraiment à ça, mais il faut que tu sois loyal, il faut que tu t'appuies ce qui doit être imposé. Donc, il y a des situations comme ça où est-ce Mmh. qu'il faut que tu apprennes. Tu sais, on parlait de sens politique tantôt. On travaille pour un centre de service. Oui, on travaille pour l'élève, tu vas dire d'abord et avant tout, mais il faut qu'on soit des joueurs d'équipe. Puis l'équipe, ben, tu l'as sur Ouais. le plancher, puis tu l'as aussi en haut de toi. Fait que toi, tu es pris un petit peu dans le milieu. Fait qu'il faut que tu sois capable de prendre ce qui t'est imposé puis de l'adapter aux gens du milieu qui, dans certains cas, ne voient pas la plus-value. Tu sais, je te donne un exemple, là. J'ai reçu un texto d'une collègue hier à propos du vouvoiement. Dans un quartier défavorisé, le vouvoiement crée une distance de plus. Nous, ce qu'on veut, c'est se rapprocher des élèves le plus possible, se rapprocher des parents parce qu'on a un lien de confiance à construire. Absolument, Fait que quand absolument. tu obliges le vouvoiement, bien, tu vois, quand on a une injonction, là, tu as un exemple. Là. Tu sais, où est-ce que. Déjà, s'ils m'appellent dessus, c'est parce qu'ils me font confiance. Ben là, il faut que je leur dise non, soudainement, le tu hier, là, maintenant, c'est vous. Puis là, on les repousse un petit peu. Fait que il faut qu'on soit capable d'adapter ça, puis qu'on en fasse quelque chose de concret avec l'équipe, puis aussi qu'on soit capable de parvenir à nos objectifs avec cette clientèle-là. J'ai toujours trouvé qu'une bonne direction d'école était une personne ratoureuse, entre autres face au centre de service scolaire. Donc, comme tu le dis, le centre de service scolaire va imposer des décisions, bonnes ou mauvaises, mais ça arrive. Mais une bonne direction d'école va trouver les angles morts pour aller chercher un peu plus de sous pour ses élèves ou pour ses profs, va contourner certaines décisions sans que ce soit grave au bénéfice des élèves et des profs. Sinon, des fois, les décisions sont prises trop en haut. L'impact direct sur les élèves ou sur l'école n'est pas toujours positif. Est-ce que je me trompe? Ça dépend de ta définition de ratoureux, puis quand tu as sorti ce mot-là, parce que c'est un mot qu'il faut utiliser faut faire attention, parce que là, j'ai dit, je vais prendre la définition. Je sais ce que ça veut dire, mais il y a deux sens. Hein? Fait que premièrement, c'est une personne qui est rusée. OK? Fait que oui, OK. ça prend une certaine ruse pour pouvoir. Tu sais, ce que tu veux, c'est d'en avoir le plus possible pour tes élèves, pour ton école. Fait qu'il faut que tu sois porteur de
de ton école face au centre de service qui, lui, gère une organisation. Fait que, tu sais, admettons, il y a 45 écoles secondaires dans ton organisation, il faut que tu sois capable de porter à la tienne parce qu'il y en a 45 autres qui vont le faire sinon. Tu sais, fait que bon, ça c'est premièrement. Sauf qu'en même temps, être atoureux, c'est être sournois. Puis Non, c'est être ça. Moi, sournois, j'étais plus de côté c'est rusé. ça. Ouais. Fait que oui pour la ruse, non pour être sournois, parce que moi je pense qu'il faut qu'on travaille euh, d'égal à égal. Faut qu'on travaille honnêtement, de façon transparente. Puis même si tu es rusé, puis que tu portes les dossiers de ton équipe, ben il en demeure pas moins que ben des fois ça peut ne pas fonctionner, puis il faut que tu te rallies. Fait que tu sais, ça, c'est difficile, puis il y a des enseignants qui ont de la difficulté à comprendre ça, puis qui, moi, je me suis déjà fait dire, hey, t'es supposé d'être pas notre avocat, là, mais tu sais, celui qui porte Notre notre école, puis défenseur, ouais. c'est ça, notre défenseur, puis en réalité, défenseur contre quoi? Tu sais, est-ce que on travaille en équipe? J'ai pas besoin de te protéger contre un centre de service. On travaille ensemble. J'ai pas besoin de te protéger contre le ministère de l'Éducation. Là où la ministre est là pour nous, à quelque part. Tu sais, oui, ça se peut fort bien qu'on soit pas d'accord avec telle chose, là, puis on est à l'ère des coupes, hein, fait que présentement, c'est sûr et certain qu'il y a des choses qui accrochent, mais essentiellement, ils le font en pensant bien faire, bon, en tout cas, je présume, j'ose croire, là. Présume. Puis, tu sais, j'ai déjà travaillé avec le ministre Proulx ces 2 dernières années avant que les libéraux quittent le pouvoir, puis c'était quelqu'un de dévoué, puis qui voulait que les choses fonctionnent. Fait que je peux pas croire que les ministres qui ont suivi, même si c'est un autre parti politique, n'ont pas cette même volonté qui les anime. Fait que, tu sais, on se défend contre quoi? Mais on travaille ensemble. Puis ça se peut fort bien qu'on soit pas d'accord, mais on travaille ensemble. Terminons avec le leadership pédagogique. J'ai l'impression, puis je t'invite à me corriger si j'ai tort, mais j'ai l'impression que c'est l'élément de la tâche qui est de plus en plus laissé de côté par les directions d'école. Pour plein de raisons, manque de temps, tâches plus complexes, comme tu disais, mais il y a aussi une lourdeur syndicale qui vient avec le fait d'encadrer, d'outiller, de recadrer aux besoins membres du personnel qui ne sont peut-être pas dans la bonne voie. Et ça, c'est au détriment des élèves. Je pense que c'est les élèves qui payent toujours pour ça. Est-ce que je me trompe dans cette vision-là que le temps investi en leadership pédagogique d'une équipe école diminue? Bon, je dirais que c'est la première question-là. Est-ce que tu penses que je me Ben, trompe? tu sais, je pense que, premièrement, là, les syndicats, en tout cas, à mon sens, n'ont rien à voir là-dedans. Les syndicats, ce qu'ils veulent, c'est un leader pédagogique. Ça, parle à n'importe quel syndicat, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent pas, c'est quelqu'un qui s'ingère dans les affaires des enseignants puis qui nuit à leur autonomie professionnelle. Mais pour moi, un leader pédagogique va être celui qui va euh, euh, alimenter cette autonomie professionnelle-là et puis qui va agir à titre de rempart peut-être quand elle va être contestée par, admettons, un parent. OK? Fait que ça, là-dessus, je pense que les syndicats, on est à la même place. Toi, c'est à quoi tu fais référence? En tout cas, ce que je pense, c'est que ce qui prend de plus en plus de place, c'est tout l'aspect administratif. Donc, ressources humaines, supervision, bon, et ainsi de suite. Alors oui, c'est vrai que tout ce qui est administratif, puis j'inclus là-dedans les budgets, la gestion des ressources matérielles et tout le tralala, là. Bref, les gestions de ressources autres que les ressources pédagogiques, disons-le comme ça, ben oui, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Est-ce que ça prend de plus en plus de place? Bonne question. Parce que, tu sais, je fais de la recherche, Carlo, j'enseigne à l'université, puis, tu sais, depuis les années 80 qu'on parle allègrement de supervision, de leadership pédagogique, puis de supervision, puis que les directions doivent être disons, de meilleurs pédagogues, OK, pour dans leurs équipes, puis qui doivent être le plus présents possible sur le terrain, même dans les classes, etc. Fait que c'est pas de plus en plus, c'est le même depuis longtemps. Puis la recherche va te dire que ça a toujours été une espèce d'opposition entre le leadership pédagogique et la gestion des ressources pédagogiques, si on peut dire, pour faciliter l'apprentissage, puis tout ce qui vient autour. Fait que la gestion des autres ressources. Et je trouve que puis là, tu sais, c'est toi qui es sur le terrain, c'est pas moi, là, mais que tu as une vision un peu rose, là. Je trouve que l'autonomie professionnelle des gens, puis bonifier ça. C'est vrai, quand les gens sont bons et compétents et qualifiés, mais quand Ben, tu attends un as... peu, je t'interromps tout de suite. C'est quoi l'autonomie professionnelle? ça, c'est une bonne question, hein. Elle est... OK, attends, tu me prends à boule pour point. C'est quoi l'autonomie professionnelle? L'autonomie professionnelle, de ce que je la comprends, c'est les enseignants ont le droit d'utiliser des approches pédagogiques de leur choix
pour atteindre l'objectif pédagogique voulu, en Oui. respectant le programme, puis tout ça. Mais si tu n'as pas de formation en enseignement, quelle autonomie professionnelle est-ce qu'on devrait te donner? Si ta Ben, formation date d'il y a 25 ans et que tu connais rien aux troubles d'apprentissage et que tu connais rien au TDAH, par exemple, ou et je veux dire, l'autonomie professionnelle, elle doit avoir des limites. Et c'est là le leadership pédagogique, des fois, c'est de dire non, non, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas dans la bonne direction. Il faut recadrer, mais ça vient en clash, souvent en opposition, justement, avec le syndicat qui va défendre ses membres, parce que c'est son rôle, et la direction qui dit, mais ça va pas dans cette la pédagogie va pas dans la bonne direction pour ce groupe d'élèves-là ou en général. ouais. C'est pas simple, là. Mais non, c'est pas simple. Puis je veux dire, là, tu parles d'enseignants, mais va te promener dans un hôpital, là. Les médecins sont tous autonomes professionnellement. C'est pas simple non plus. Parce qu'il y en a un qui traiterait tel problème de telle façon, telle quantité de médicaments. Ah, moi, j'en Ouais. donnerais un peu moins. Il y a ci, il y a ça, tu sais. Fait que Ouais, ça devient mais complexe. je vais Maintenant, dire, attends, faut que je dise, il y a deux grandes différences. Tu peux pas être médecin sans un diplôme en médecine. Et tu as un ordre mhm, professionnel aussi qui encadre la profession pendant ouais, 10, 20, 30 ans, tout le temps que la personne est. Il n'y a ben pas oui. ça en enseignement. Donc, c'est pour ça qu'on Nous, a des gens qui ont un bac en histoire puis qui enseignent l'histoire, ou des gens qui ont, mhm, à la limite, un cégep puis qui enseignent au primaire. ouais, Et ils n'ont pas d'ordre professionnel non plus. Fait qu'on n'est même pas non. garant de la formation continue, de l'encadrement. Ils n'ont pas d'examen aux 2 ans comme un paquet d'autres ordres professionnels. C'est une Mhm. immense différence. Oui, mais en même temps, tout ce que tu dis, c'est vrai. Puis effectivement, il y a une différence importante. Sauf que moi, je te parle de la complexité du quotidien. Mhm. Ben, il y a des points qui sont quand même assez semblables. C'est sûr et certain que si on regarde de beaucoup plus large, là, on va en trouver pas pire. Puis ceux que tu as soulevés, évidemment, sont pertinents. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est que l'autonomie professionnelle, premièrement, il faut que l'enseignant la comprenne. OK? Parce que moi, j'ai déjà eu des discussions avec des profs il y a quelques années, puis pour eux, l'enseignement, l'autonomie professionnelle, c'est quand je fais la porte, je ferme la porte, je fais ce que je Je veux. fais ce que je veux. Mauvaise réponse. OK? Puis ça, on l'entend encore des fois. Ouais. Fait que ça, c'est premièrement. Deuxièmement, l'autonomie professionnelle, c'est de prendre des décisions, assumer ces décisions-là, puis d'être capable d'expliquer pourquoi tu as pris cette décision-là. Et c'est là que la formation vient en ligne de compte parce que faut que tu sois capable de t'appuyer sur des données probantes, sur de la recherche, sur ou encore des impératifs qui sont imposés par les élèves dans ta classe qui te forcent à prendre des décisions comme Ouais. ça. Donc, oui, il faut que tu comprennes c'est quoi la dyslexie. Oui, il faut que tu comprennes c'est quoi, admettons, le syndrome pas le syndrome, mais un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, pour pouvoir intervenir le mieux possible. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est croissant, qui est évolutif. Puis ça, c'est des choses que tu apprends à l'université, évidemment, que tu apprends en formation continue, qui est hyper importante, mais aussi que tu apprends au contact de d'autres personnes. Fait que je te donne un exemple. Moi, j'ai un élève qui était ça dans ma classe. Puis la psychoéducatrice vient une fois de temps en temps, puis va me donner des conseils. Ben, j'apprends de cette façon-là. Puis quand je travaille avec mon enseignante voisine qui a 10 ans de plus que moi en enseignement, puis qu'on travaille ensemble, ben j'apprends, puis avec ma direction aussi, j'apprends, puis tu sais, tu dis, hey, pas, tu sais, tu t'as donné l'exemple, puis je sais que tu faisais juste donner cet exemple-là, là, mais tu sais, tu dis, s'il y a personne qui dit, hey, fais pas ça, c'est pas bien, c'est pas, pour moi, ça se dit en tant que direction, OK? Après, quand on est rendu quand même assez loin dans des interventions. Parce que premièrement, moi, je vais suggérer des choses. Tu as tel élève, tu as telle situation. T'as-tu pensé à faire ci? T'as-tu pensé Mhm. à faire ça? Puis on va dire que ça rentre pas, puis qu'on va pas ça. Après ça, ben là, je vais glisser subtilement une nouvelle ressource. Hey, va dans la classe de Madame Chosebin à côté. Elle a fait ça avec un élève à peu près un similaire. Tu sais, travaillez ensemble, parlez ensemble. Hey, je vais vous libérer. Prenez un moment ensemble pour en discuter. Puis moi, je vais aller rencontrer l'autre enseignant, je vais dire, là, on a ce problème-là, aide-moi, puis Ouais. fait que c'est des choses qui se font de façon progressive à C'est l'école, vrai. puis on aide les enseignants à étoffer leur autonomie professionnelle. Fait que, autrement dit, l'autonomie professionnelle, c'est pas un acquis, c'est quelque chose qui se développe puis qui évolue également. Intéressant. OK. Je trouve ça intéressant. Puis c'est vrai que ton approche est beaucoup plus politiquement rusée que la mienne. Donc, tu sais, d'y aller graduellement avec les Ouais. enseignants. Sinon, tout le monde se braque hein, quand on se fait Ben, c'est ça, exactement. attaquer sur comment on Puis tu sais, tu travaille. parlais de leadership pédagogique. Pour moi, ça, c'est un exemple de leadership pédagogique. Où est-ce que si je choisis de confronter une personne puis de sortir le bâton avant la carotte, ben cette Ouais. personne-là, comme tu viens de le dire, elle va se braquer puis on parviendra absolument à rien. Puis, je veux dire, si on se braque tous les deux de notre bord, ben il y en a une qui va tomber en arrêt de travail, qui va partir, puis ou je sais pas quoi. Puis sûrement que cette personne-là, ça va être
elle, ça va être l'enseignant en question. Puis, on ne sera pas plus avancé parce que, à moins que ce soit quelqu'un de complètement incompétent, là, ce qui peut arriver, mais que la majorité des cas, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui fonctionne bien, qui a juste besoin d'être accompagné puis qui a besoin d'être outillé. Fait que si on se braque, ben, cette personne-là va sauter, va finalement, admettons, quitter ou être en arrêt de travail, puis là, on n'aura pas personne cette fois-là. Puis là, on va avoir quelqu'un qui va arriver du cégep pour enseigner, puis là, on ne sera pas plus avancé. Marc-André Girard, directeur d'école depuis une éternité déjà. Merci beaucoup. Merci, Carlo. Au final, la question, c'est pas seulement qui veut la job, mais c'est quel genre de job on veut leur faire faire. Si on demande à nos directions d'être des comptables ou des agents de sécurité, on va continuer à les perdre. Et si on leur permet d'être des leaders pédagogiques, des créateurs de climat, des mentors, bien là, on va avoir une file d'attente à la porte. Parce que derrière le titre, il y a un humain qui s'inquiète pour nos enfants le soir puis qui cherche des solutions quand les ressources manquent. Alors aujourd'hui, on a vu, le vase est plein, puis en même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aider à le vider, ce vase-là, juste en changeant notre regard, en étant plus des partenaires et moins des... Merci d'avoir été là pour cet épisode. Merci de vous intéresser à ce qui se passe de l'autre côté du bureau de la direction. Prenez soin de vous, prenez soin de vos écoles et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Cette semaine à l'école. Bye tout le monde.